merci pour cette invitation. Effectivement, vous expliquer les changements climatiques en peu de temps, c'est pas forcément très facile, mais en fait, je suis partie de l'idée que vous savez déjà énormément de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est vous faire des précisions par rapport au dernier rapport GIEC qui vient de sortir. Donc, le fait que ça se réchauffe, ça, c'est quelque chose que vous savez, mais on va voir un petit peu plus en détail. Donc, vous savez que nous avons, comme climatologues, identifié un seuil au-delà duquel il faudrait que les températures n'aillent pas plus haut, parce qu'on risque d'avoir un emballement du système. Ce seuil, c'est quelque part entre 1,5 degré et 2 degrés d'augmentation par rapport aux températures qu'on avait à la fin du 19e siècle. Et vous voyez les températures ici dans les derniers 2000 ans. Donc vous voyez que depuis la fin du 19e siècle approximativement, on a déjà augmenté de 1,1 degré, si on compte la décennie 2010-2020. Aujourd'hui, on est à facilement 1,2 degré. Donc, il ne nous reste plus énormément de marge. Si je vous le montre comme ça c'est pour la période la plus récente. Vous voyez que en vert, c'est les températures que nous aurions eues si nous n'avions pas agi avec nos émissions de gaz à effet de serre sur ces températures qui figurent, la réalité mesurée figure dans la zone en beige brun. Donc vous voyez cette différence entre les températures qui seraient restées stables si on ne les avait pas influencées, et puis cet impact humain qui est aujourd'hui autour de 1,2 degrés. C'est en moyenne globale ce que je viens de vous montrer. Par contre, dans la plupart des régions du monde, on a une augmentation qui est supérieure ou inférieure à ça. Si on prend l'exemple de la Suisse, c'est relativement facile. L'augmentation des températures chez nous, c'est 2 fois plus rapide qu'en moyenne globale, parce que nous sommes éloignés des océans et parce que la couche de neige que nous avions auparavant existe de moins en moins, donc l'effet albédo se réduit, on n'a plus autant de réfléchissement du rayonnement lumineux en direction du Soleil. Je vous le montre encore à plus long terme. Là, vous avez les 20 000 ans passés sur la gauche du graphique, et puis les 10 000 ans futurs. Ça nous permet de voir qu'il y a 20 000 ans, les températures étaient à peu près 4 degrés en dessous de ce qu'elles étaient, on ne sait plus s'il faut dire étaient, de ce qu'elles étaient jusque dans les années 60 à peu près. Donc, durant cette longue période de 10 000 ans qu'on appelle l'Holocène, c'est un interglaciaire en fait. Et il y a 20 000 ans, on a commencé à sortir de la dernière période glaciaire. Donc, ordre de grandeur entre une période glaciaire et un interglaciaire, approximativement 4 ou 5 degrés à l'échelle globale. Et vous voyez cette augmentation complètement disproportionnée qu'on a aujourd'hui, qui se passe sur la fin du XXe siècle et le XXIe siècle. On voit aujourd'hui qu'elle est déjà bien engagée, mais on peut encore monter beaucoup plus haut. Ça dépend vraiment des quantités de gaz à effet de serre que nous aurons dans l'atmosphère. Ça, vous les voyez sur le graphique supérieur, et vous voyez combien les deux graphes sont étroitement liés. Là, je vous le montre encore beaucoup plus loin dans le temps. Il y a 800 000 ans anciens, et vous voyez la variation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère entre les périodes glaciaires et les interglaciaires. Et vous voyez que cet interglaciaire que nous avons eu, qui est l'Holocène durant 10 000 ans, c'est une période exceptionnelle en termes d'interglaciaire, parce que les précédents étaient beaucoup moins longs, et on soupçonne que c'est la raison pour laquelle l'espèce humaine a pu bien se développer durant cette période-là, parce qu'elle a profité d'un climat extrêmement stable pendant une dizaine de milliers d'années. Il serait resté encore stable pendant quelques milliers d'années au moins. Et si il s'était refroidi par la suite, ça aurait été évidemment sur des milliers d'années et pas sur un siècle comme l'évolution qui se fait aujourd'hui.
Ça, c'est le futur. Qu'est-ce qui nous attend pour le futur? Vous voyez qu'on va vers approximativement quelque chose comme... il faut regarder malheureusement la courbe la plus élevée, comme on est engagé. Le scénario 8.5, on approche les 5 degrés d'augmentation. Donc ce qui nous attend comme changement climatique, si on continue tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est un changement qui sera aussi important que la différence entre une période glaciaire et un interglaciaire. Et au lieu de se passer sur plusieurs milliers d'années, ça se passe sur une centaine d'années approximativement. Ceux parmi vous qui ont bien suivi depuis des années que le GIEC sort ses projections, vous voyez qu'on a à nouveau le même scénario, le 8.5, c'est toujours le même, ils ont été fixés en 1990, c'est le scénario qu'on appelle en d'autres termes business as usual. Donc ça signifie si on continue sans réduire les gaz à effet de serre. Et toutes les autres courbes que vous voyez sur ce graphe, c'est des courbes qui envisagent une réduction des émissions plus ou moins tôt, c'est ça qui nous permet de rester à des températures plus basses. Si on agit très tôt dans le temps avec une réduction forte, on va permettre d'arriver à des températures basses. Plus on agit tard, même avec la même action, plus les conséquences seront retardées, donc plus le réchauffement sera important. Mais si vous avez suivi ça, vous voyez qu'à chaque fois que le GIEC sort ces nouvelles projections, c'est tous les 6-7 ans en général, à chaque fois, le même scénario, le 8.5, business as usual, arrive à des températures plus élevées. On avait des projections à plus 3 degrés, plus 4 degrés, maintenant on approche les plus 5 degrés. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que les climatologues font du mauvais travail et puis qu'ils doivent sans cesse réviser? Est-ce que c'est les modèles? En fait, pas du tout. Business as usual, ça veut dire, en fait, c'était une idée, un scénario qui a été fait dans les années 90, où on s'est dit, on va agir peu, on va agir beaucoup, ou on ne va pas agir du tout. On n'a pas envisagé ce qui allait se passer durant les 30 dernières années, qui était qu'en fait, non seulement on n'agirait pas, mais on ferait chaque année pire, en fait. Chaque année, on augmente encore la quantité d'émissions annuelles qui vient s'accumuler avec les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, le business as usual, en fait, il est systématiquement dépassé. Ça implique, en termes de conséquences, ça c'est les conséquences observées jusqu'à présent. Donc c'est même pas des projections pour le futur. Déjà aujourd'hui, on voit que toutes les zones de la planète qui sont en vert, on peut attester d'une augmentation des phénomènes de précipitation intenses. Et si on regarde du côté des sécheresses, dans les zones qui sont en jaune sur cette carte, vous voyez qu'on a aussi une augmentation des sécheresses. Donc si vous regardez intense précipitation en Europe de l'Ouest, c'est notre région qui est indiquée par WCE, là on a une augmentation déjà aujourd'hui des précipitations intenses et on est aussi concerné par l'augmentation des sécheresses. Donc on est une des régions du monde qui est tout à fait touchée. Et si je résume pour la Suisse, on observe effectivement davantage de sécheresse, davantage d'événements de précipitations plus intenses, c'est l'opposé, mais tout ça c'est lié avec de l'air qui est capable d'assécher davantage parce qu'il peut contenir davantage d'humidité lorsque les températures sont plus élevées. Évidemment beaucoup de jours très chauds et puis une réduction de l'enneigement. Avec l'augmentation des températures, en fait, rien de plus logique et c'est ce qu'on observe chez nous. Un mot sur cette augmentation annuelle des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous savez que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et qu'ils y restent pour un siècle et plus. Selon les différents gaz, la durée de vie est un petit peu différente. Et si vous regardez aujourd'hui, on en est à des valeurs de proches de 60 gigatonnes d'équivalent carbone que nous ajoutons encore dans l'atmosphère, alors qu'en 1990, on en était à moins de 40. Donc on a à peu près 50% d'augmentation
sur la quantité annuelle que nous rajoutons dans l'atmosphère. Donc nous accélérons ce processus et ça se voit tout à fait, ça se mesure à tous les niveaux. Alors je voudrais juste vous montrer ceci, j'ai mis en rouge pour que vous compreniez, c'est un graphe important que vous trouvez dans le rapport, dans le dernier rapport GIEC. On essaye d'évaluer les chances qui nous restent de rester en dessous de 1,5 degré ou en dessous de 2 degrés. C'est les valeurs que j'ai entourées en rouge à gauche. Vous avez ces seuils 1,5, 1,7 ou 2 degrés. Et puis j'ai entouré à droite une des options, c'est si on se donne 83% de chances de rester en dessous de ce seuil. Donc c'est des probabilités. On peut aussi dire qu'il y a des faibles chances, 17%, ou des grandes chances, 83%, de rester en dessous du seuil 1,5 degré. Donc si je regarde la ligne 1,5 degré, on peut encore émettre 300 gigatonnes de carbone pour qu'il nous reste de très bonnes chances de rester en dessous de ce seuil. Mais ces 300 gigatonnes de carbone, c'était mesuré à fin 2019. Entre-temps, il s'est passé 2 ans et demi à 60 gigatonnes d'émissions par année. Donc en réalité, il ne nous reste plus que 150 gigatonnes. Au rythme actuel, il nous reste 2 ans et demi pour arriver à cette limite où nos chances de rester en dessous de 1,5 degré seront faibles. Si on réduit ne serait-ce que de moitié, ça, il nous reste plus 2 ans et demi, mais il nous reste 5 ans. Donc c'est vraiment une question de rapidité de la réaction à ce stade. Et puis, à contrario, si vous regardez le seuil 2 degrés, si on veut garder une toute petite chance d'être en dessous du 2 degrés, alors on a plus de marge. Il resterait 2300 gigatonnes de carbone à émettre depuis fin 2019. Les émissions suisses, juste pour vous montrer ce que nous avons fait, nous avons agi sur les émissions de l'industrie, essentiellement malheureusement les délocalisant dans d'autres pays, ce n'est pas des vraies réductions. Nous avons agi aussi sur le chauffage des habitations, ça c'est une vraie réduction. Et puis en bleu, vous avez les émissions des carburants qui, elles, ne se sont pas vraiment réduites en 30 ans, elles ont continué à augmenter. La réduction qu'on voit aujourd'hui, on ne sait pas encore si c'est une vraie réduction parce qu'il se pourrait que ce soit en bonne partie un impact du tourisme de l'essence. Vous savez que le rapport entre l'euro et le franc suisse, ça fait que les gens font le plein d'un côté ou de l'autre de la frontière et ça peut avoir cet effet-là. Juste pour vous montrer effectivement qu'en Suisse, on est le pays le plus extraordinaire au monde pour avoir la plus grande partie des émissions que nous provoquons à l'étranger. Donc nous émettons une certaine quantité de gaz à effet de serre par notre consommation sur notre territoire, mais l'essentiel, la grande majorité de nos émissions, nous la provoquons à l'étranger par ce que nous consommons. Vous pourrez voir ce graphique que vous trouvez sur l'Office fédéral de la statistique. Je vous ai entouré les émissions qui sont liées aux importations. Vous voyez que dans tous les domaines, alors un petit peu moins sur le transport, mais totalement s'agissant de l'habillement, nos émissions sont en fait attribuées à d'autres pays qui ne sont pas le nôtre, en particulier en Asie pour une bonne partie de notre consommation. Il y a des bonnes nouvelles et le rapport IPCC en souligne quelques-unes. Probablement la meilleure nouvelle, c'est que le coût des énergies renouvelables a tellement chuté dans les dernières années. En particulier le photovoltaïque, c'est ce qui nous intéresse beaucoup en Suisse. On arrive à des prix qui sont même inférieurs à toutes les énergies fossiles. Donc maintenant, pourquoi on ne passe pas aujourd'hui au photovoltaïque puisqu'on sait que c'est moins cher que le fossile? D'abord parce qu'on a des habitudes, parce qu'il faut que ça se sache, et puis aussi parce que cette transition, elle ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais tous les feux sont aujourd'hui au vert pour évoluer dans ce sens. Et aussi, pourquoi on ne le fait pas? Je vous montre ce petit extrait, ça s'appelle le Victory Memo, c'est l'union des producteurs de pétrole qui s'est mis ensemble très clairement dans les années 90
prévoyante, mais déjà auparavant, puisque eux savaient quel allait être l'effet de la consommation du pétrole pour le climat. Et ils ont élaboré une stratégie pour faire en sorte qu'on ne renonce pas au pétrole et qu'on continue à consommer du pétrole malgré le fait que la connaissance était suffisante à ce stade et que ça se sache. La stratégie, ça a été d'abord de mettre en doute le fait que les températures augmentaient. Lorsque ça a été trop évident qu'elles augmentaient, le deuxième pas, ça a été de mettre en doute le fait que c'était lié aux émissions humaines. Et puis le troisième pas qu'on observe beaucoup aujourd'hui, c'est celui qui consiste à dire oui, ça se réchauffe, oui, il faut agir, mais pas comme ça, pas si vite, il n'y a pas d'urgence, ne nous pressons pas. Je pense que quand je vous dis ça, ça vous fait écho par rapport à beaucoup de choses que vous entendez, y compris de la part de politiciennes et de politiciens de chez nous. Ça fait partie de cette stratégie qui est dictée par l'industrie des énergies fossiles. Effectivement, la décarbonisation, c'est une révolution énergétique. En fait, ça concerne l'ensemble de notre consommation, que ce soit ici, chez nous, pour vivre au quotidien, ou par rapport à nos achats en général. Nous avons besoin de réduire nos émissions de carbone, mais le changement climatique est en route, donc nous allons aussi avoir besoin de nous adapter dans différents délais, à court, à long terme, à tous ces éléments que je vous ai cités tout à l'heure. C'est pas du tout anodin, on pourra en parler peut-être tout à l'heure dans le débat. Tous les domaines de notre environnement vont être impactés par cette augmentation de température, modification générale des précipitations et de l'enneigement. Aujourd'hui, j'ai malheureusement plus tellement besoin d'expliquer en quoi ça change, ce que c'est que des inondations, des laves torrentielles, puisque malheureusement nous avons tous eu l'occasion d'en voir déjà dans la réalité. Il y a quelques années, je devais les annoncer. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. J'aimerais juste encore mettre l'accent sur ce résultat-là du rapport du groupe 2 du GIEC. En fait, par rapport à notre stratégie d'adaptation, notre stratégie de réduction des émissions, il est important de voir à long terme. Parce que tout ce que nous faisons pour une prétendue phase de transition à court terme, en fait, s'avère contre-productif. Ça signifie que vous allez avoir une inadaptation des systèmes à mesure que les conditions empirent. Ça signifie aussi que vous allez prendre le mauvais virage avec vos investissements qui ne pourront pas être utilisés à des fins utiles. J'essaie d'être un petit peu plus concrète. Prenez une station de ski à 1000 mètres aujourd'hui. Elle n'a plus assez d'enneigement. Elle a un problème par rapport à son activité liée à la neige. Elle peut faire deux choses. Soit elle obtient des crédits pour mettre des canons à neige qui ne seront pas utiles très longtemps et on va avoir de la fonte, etc. Et puis à terme, elle va se retrouver dans une situation où elle sera encore plus inadaptée. La deuxième solution, c'est qu'aujourd'hui déjà, elle se rende compte que la saison d'été a un potentiel qui ne cesse de grandir et qu'elle étoffe ses activités pour la saison sans neige pour être davantage prête à long terme. Donc là, on a typiquement des investissements à court terme qui ne seraient pas très utiles et une inadaptation qui résulte de ces investissements envisagés sur le court terme. Mais c'est pareil pour la transition énergétique. Si aujourd'hui, on fait des investissements pour des centrales à gaz, pour des centrales nucléaires, c'est des choses qui ne pourront pas perdurer dans le temps. Donc, c'est des investissements qui seront perdus et qui ne serviront pas à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire ce qui va forcément arriver à terme, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Donc, le point important aujourd'hui, c'est vraiment que notre avenir, vraiment notre futur, mais notre futur
aux gens de ma génération aussi, ça dépend de nos actions d'aujourd'hui. Les actions d'aujourd'hui, c'est une fenêtre d'opportunité qui est extraordinaire. Moi, je pense vraiment que c'est le moment de se retrousser les manches et on a beaucoup besoin de gens qui sont formés dans une école comme celle-ci parce que c'est vraiment un moment où les choses vont changer très vite. On a besoin de personnes qui aient une excellente formation. On l'a en Suisse en général. On a les fonds pour attribuer, mais il faut le faire au bon endroit. Et pour ça, c'est à nous de mettre la pression pour obtenir qu'on fasse la transition aussi vers des métiers qui sont des métiers que vous pourrez pratiquer dans le futur. Donc nous devons vraiment travailler sur la réduction des émissions, sur l'adaptation et finalement aboutir à cette société du futur qui sera vraiment d'une nouvelle forme avec beaucoup de bénéfices pour nous, mais c'est quelque chose qui doit changer, qui va de toute façon changer, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que nous espérons aujourd'hui, c'est que nous serons aussi rapides que possible. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.